Le trail running, c'est sans doute la discipline qui évolue le plus vite aujourd'hui dans le monde du sport. Professionnalisation, explosion des performances, affluence record sur les courses et des teams d'athlètes qui s'organisent comme des vraies équipes professionnelles. Et dans cet épisode, on vous emmène dans les coulisses de la team New Balance en plein cœur d'un stage élite organisé à Chamonix à 2 semaines du marathon du Mont Blanc. C'est parti. Dans la tête d'un coureur, en immersion avec le team trail New Balance. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Chamonix pour cet épisode réalisé en collaboration avec New Balance. On parle souvent de la magie du trail, mais derrière cette magie, il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup d'autodiscipline, beaucoup de stratégie et surtout d'engagement. Et aujourd'hui, on va revenir justement sur l'évolution profonde de cette discipline. On va essayer de comprendre où est-ce qu'elle va. Et pour commencer, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a vécu cette transformation de l'intérieur depuis plus de 20 ans. Il est aujourd'hui team manager trail de New Balance et c'est sans doute l'un des meilleurs témoins de cette mutation du trail vers la très très haute performance. Salut Jean-Michel Faure, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Comment est-ce que ça va ? Salut Guillaume, ça va bien. Quand on se retrouve à Chamonix à 15 jours d'un event ou à 2 mois d'un UTMB, ça va toujours bien et au milieu des athlètes avec plein de projets, donc ça fait une belle énergie d'un chalet comme ça. Ça y est, la saison commence, une saison qui va être en plus particulièrement riche parce que là, il y a le marathon du Mont Blanc, on va avoir une Western States, une Hard Rock, je pense que tu vas suivre avec bien beaucoup sûr. de gourmandise. Ensuite, UTMB, championnat du monde aussi de trail en septembre. Là, le trail est à son plus haut niveau d'actualité depuis très longtemps. Cette année, en fait, on a vraiment des beaux rendez-vous tous les 15 jours, en gros. En gros, globalement, tous les 15 jours, on remet les comptes à zéro et on dit il faut y aller. Donc, nous, ce qui est marrant, c'est que on a des athlètes qui vont être programmés pour un tel ou un tel event. Mais en même temps, on suit tout parce que, il y a des week-ends qui vont être fou dingues à regarder aux États-Unis les matchs à la Western. Ça va être génial. Et regarder en même temps une 90 du Mont Blanc ou le lendemain, le marathon du Mont Blanc avec une start list vraiment costaud. C'est toujours palpitant et c'est toujours motivant. Bon, tu vas pas passer beaucoup de temps chez toi, par contre, cet été, à mon avis. Tu vas être pas mal en déplacement. Ouais, mais ça c'est un peu habituel. Ça fait 20 ans que ça dure où je change de valise chez moi de temps en temps. Mais tu reviens pour changer les valises et on les faire. C'est ça, voilà. Sur les destinations, tu mets une doudoune ou tu mets un short. Bon, je connais ça, même si moi je me suis un petit peu calmé depuis quelques temps. Alors Jean-Mi, quand on regarde la Team New Balance aujourd'hui avec son staff, ses ambitions, ses stages, on se dit que le trail, c'est vraiment devenu un sport professionnel presque à part entière. Et ce que je te propose justement, c'est de faire un petit retour en arrière à une époque où tout ça n'existait pas encore, où d'ailleurs on parlait plus de course en montagne que de trail. Et les teams d'athlètes n'avaient pas grand-chose à voir, j'imagine, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Toi, quand tu as commencé à t'appliquer dans ce milieu, je crois que c'était en 2003, si je ne me trompe pas, ça ressemblait à quoi concrètement le circuit trail ? L'ambiance, l'organisation, les coureurs. Est-ce que tu peux te replonger un peu dans tes souvenirs pour nous ? 2003, c'était un peu la préhistoire. Clairement, la préhistoire même. Il y avait des belles courses déjà. Il y avait déjà la Western, il y avait les Templiers qui étaient importants, l'UTMB qui commençait à pointer et qui était important. Après, il n'y avait pas de team. Et en 2003, avec Salomon, là j'étais avec Salomon, et nous on avait l'habitude chez Salomon de travailler avec des athlètes sous forme de team, puisqu'on venait des sports de glisse, en snowboard, en ski et tout, c'est toujours des équipes de marque. Et on s'est dit, quitte à venir dans le trail, autant venir aussi avec nos codes à nous, c'est-à-dire de codes de structure d'équipe. Et on avait fait une première team. C'était un premier team, il y avait 7-8 coureurs. Il y avait quand même des Thomas Laure-Blanchet qui... Déjà Thomas Laure-Blanchet était là. Et oui, il est toujours là lui aussi. Maintenant, il est team manager aussi, il a passé le cap. Et on a commencé à travailler avec des préparateurs, on a travaillé avec des kinés, on a commencé à travailler, à monter doucement les choses. C'était la base, mais on voulait accompagner le sport aussi, on voulait que la marque Salomon grandisse en accompagnant le sport et en amenant quelque chose d'un peu plus, on va dire, fun et dynamique. 4 ans après le team, on a un petit gamin qui s'appelle Kylian Jornet avec nous et qui a été la première réelle grosse bascule du sport. Justement, on va revenir un peu sur les moments et les dates clés, selon toi en tout cas. Mais c'est vrai que tu le dis, à un moment donné, on a vu des marques investir un petit peu, beaucoup, puis massivement dans le trail. Et pas juste pour vendre des chaussures, c'était vraiment avec une volonté de créer des identités fortes, une culture trail aussi, des structures, des teams, être plus visible aussi sur les événements, un peu mieux les organiser. Quand tu regardes un petit peu en arrière, est-ce que justement tu as ressenti peut-être des moments un peu de bascule, tu vois, c'est-à-dire peut-être une course où tu parlais de Kylian Jornet, un athlète. Est-ce que justement, si tu devrais retracer des dates un peu clés, ce seraient lesquelles ? En fait, en
2004, du coup, le premier team, c'est le team Salmon. Il y a un seul team. Bizarrement, il y a un seul team. On arrive sur la ligne de départ, il y a un seul team avec des maillots uniformisés, avec des partenaires, avec une structure. Donc c'est assez surprenant. Tout le monde nous regarde bizarrement. Les clubs, les organisateurs et tout. Et au fur et à mesure, les teams commencent à arriver. Je crois qu'ils prennent très très vite. Tu vois, Decathlon. Ouais, c'était même Ou pas Quechua. Ouais, C'était ouais, c'était Quechua. Ouais. Quechua est arrivé juste 2 ans après. Et Ouais, avec Ludovic Pomeray. Avec déjà. Ouais. Avec Ludo, avec Juju Chaurier. Après, il est arrivé à Zig, c'est arrivé tout le monde. Mais la première bascule, c'est quand même Kylian. Parce que Kylian, tout jeune, 2008, il met un grand coup de pied au milieu du trail running, parce qu'on avait quand même les préceptes, les convictions, gros sac à dos, beaucoup d'eau, beaucoup de marche, pas beaucoup de courses, pas beaucoup de runs sur un UTMB, parce que ça se gagnait. Voilà, il fallait être vieux comme moi. C'était Marc Olmo, il fallait avoir. Ouais, il avait quel âge, 50 ans quand il gagnait. Il avait plus de 50 ans. Ouais, c'est fou. Ça se gagnait et ça se gagnait en 24 heures. Ça se gagnait en 24 et moi je me rappelle, je lisais encore les plans de marche de Kylian. Et Kylian qui me pose un plan de marche en moins de 20 heures. Je dis waouh, c'est quoi ton moins de 20 heures? Les mecs ils gagnent en 24 là. Je dis ouais, mais moi je viens de le faire le tour. Il avait fait le tour 15 jours avant en 2 jours. Il avait fait en 2 jours, il avait fait 18 heures. Il était parti, il avait dormi à Courmayeur et il a fait un Courmayeur retour, il avait mis 18 heures. 15 jours avant la course. Hein. Ouais. Si je le fais en 18 heures. C'est bien pour l'affûtage. Voilà, c'est nickel, c'est propre. Ouais, c'est. Oh, il n'a pas beaucoup changé quand même. Oui, il aime bien faire des marathons avant les courses. Il aime bien, c'est son concept. Décharge pas beaucoup, le garçon. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait réellement ce qu'il fait. C'est ce qui est beau, il sait ce qu'il fait et il se connaît par cœur. Et voilà, il dit moi je le fais en 18, donc si j'enchaîne, je le fais en 20. Bon, ok, écoute, on te fait confiance parce que on te fait confiance. Et go, c'est parti. Et de là, après, on connaît toute l'histoire autour de cette course-là. Et c'était la première grosse date. Et après, je pense, la deuxième grosse date et évolution, et qui a aussi engendré la création de plein de teams professionnels avec des véritables sociaux, c'est 2017. Ou encore à UTMB 2017, où là, il y a le match. Qui a été pour le moment le plus gros match sportif où au départ on a Xavier... tu le mets devant Kylian Jornet, Mathieu Blanchard de 2022 qui est quand même aussi assez proche. C'était un fight entre deux mecs. C'était un fight entre deux mecs avec quand même avec un seul vainqueur de l'UTMB. 2017, on se retrouve avec un François qui a gagné déjà l'UTMB, Kylian qui a déjà gagné l'UTMB, Xavier Thévenard qui a gagné l'UTMB, un grand garçon de Flagstaff qui est là où on ne sait pas ce qu'il va faire. C'était Jim, on ne savait pas s'il allait jusqu'au bout, pas aller jusqu'au bout. C'était Jim et ses délires. À quel moment je vais vomir dans la course. On avait tout ça. On avait un Pocapel, on avait tous les vainqueurs ou les futurs vainqueurs étaient là au départ. Donc là, avec une véritable pression, ça se gagne quand même en 19,05 de mémoire ou 19,04. Ça fight du début à la fin. On en reparle avec François, on en reparle avec tout le monde. C'était le gros match. Et c'est là où tout le monde s'est dit non, à la vitesse où ça va, il faut structurer, il faut accompagner, il faut mettre dans des cocons les garçons et les filles. Parce que pareil, cette année-là, on parle toujours des garçons, mais les filles, c'était allé super vite. Là, il n'y a plus rien qui rigolait. Et... Donc là, c'est là, ça a été la grosse bascule au niveau des teams. Et là, c'est où là, on a vu vraiment des teams se grossir, se staffer à fond. Et se staffer pour que les athlètes soient au mieux. Mais c'est vrai que 2017, moi je me souviens, parce que je connaissais quasiment pas moi le monde de l'ultra-distance, ni même le monde du trail. Et 2017, c'était vraiment un Français qui bat Kylian Jornet à l'UTMB, et ça avait vraiment fait la une de quasiment tous les médias. 19:45 d'M6, et limite on en parlait en 20 heures, quoi. Donc il y avait vraiment eu, effectivement, cette victoire, elle a eu une résonance assez particulière. C'était assez impressionnant parce que on a eu des médias qu'on n'avait pas l'habitude. On a eu La Clique, on a eu Society, on a fait Canal, et même il y a eu François s'est retrouvé à l'Élysée. Avec, ça avait duré qu'une seule fois, la nuit des héros. Ah, j'avais pas l'anecdote, ça. Ouais, il s'est retrouvé. Et oui, c'était assez gaga parce que moi, François reçoit une invitation de l'Élysée, il me dit c'est quoi ce truc? Et en fait, moi, j'avais appelé, je me rappelle avoir appelé l'Élysée, c'est un fake. Et en fait, il y avait l'invitation de tous les sportifs de l'année. Et François s'est retrouvé en tant que trailer à recevoir un diplôme honorifique par Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, oui, c'était passé quelque chose. C'était génial. Ouais. Après, on pourrait même rajouter le moins de 20 heures. Tu vois, quand on descend sous les 20 heures, qui était aussi une barrière symbolique, un peu comme tu vois, je peux dire les 2 heures sur marathon, mais il y a aussi ces symboles-là qui marquent aussi
l'arrivée dans la très haute performance, aussi dans la façon de courir aussi qui évolue encore. On a des athlètes qui sont à 110%, qui ont des temps de passage où on frôle la rupture quasiment, c'est du qui tout doux, voire même d'une chance sur 4 que ça passe. Et on a encore passé dans la haute performance un niveau. On est vraiment passé. Mais non, on parlait comme maintenant, on fait tout le temps. On parlait en pourcentage, en pourcentage de VMA et de VMA ascensionnel. On parlait en pourcentage. On a toujours chronométré tous nos ravitaux. Parce que faire un ravito de plus de 45 secondes en champé, pas question de perdre du temps dans un ravito, parce que le mec, il fallait qu'il récupère ce temps perdu, c'est quelques secondes à chaque fois. Donc ça a toujours, avec des gros staffs de chrono sur place, il s'est passé quelque chose sans dénaturer le sport. Je pense que ce qui était assez important, c'est que ça a fait du spectacle devant sportif, mais ça n'a pas dénaturé le sport. Ça n'a pas changé la vie du milieu de peloton. Ça, c'est un débat, on dit souvent, il y a des gens qui disent, voilà, le trail aujourd'hui, le trail d'avant, qui essayent de mettre un peu en opposition. On parle beaucoup aussi de l'esprit trail, qui est parfois dans la bouche de certains, qui est plus excluant que vraiment porter de valeur. Toi, est-ce que tu penses finalement que l'esprit est toujours là, et en tout cas, l'ADN est toujours là? Même si ça évolue, bien sûr, mais l'ADN est toujours là. Bien sûr, l'ADN est toujours là. Quand on prend tous ces champions-là s'éclatent sur des FKT. Si on prend la dernière course, par exemple, de François, c'est en Transylvanie, en Roumanie. Il va en Roumanie parce qu'il a envie de découvrir un paysage. Tout a changé, mais l'envie de découvrir, d'aller dans les beaux paysages, se mettre un fight entre potes devant et terminer la course derrière en disant je termine la course et je vais au bout en servant de ce que je peux faire et le peu d'entraînement que j'ai pu produire dans l'année, ça n'a pas changé. Et on reste quand même sur du terrain. Pour l'instant, on n'a pas encore un cordon à la style cross qui fait 160 km à suivre. On a toujours des chemins et c'est pas plus mal. Alors, il y a eu aussi un autre virage, je t'en parlais tout à l'heure, avec l'Elysée et puis les médias aussi un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir sur trail. C'est celui de l'image, c'est celui du storytelling, des réseaux sociaux, des documentaires. On se souvient tous de cet intérieur sport avec François à la Diagonale des Fous, maintenant les séries YouTube. Les coureurs, et peut-être à partir de 2017, comme tu me disais, sont devenus quand même des personnages reconnus, presque des idoles aussi. Est-ce que toi, tu as senti quand même un changement aussi dans la manière de manager les teams, de penser des saisons? Parce que cette composante un peu de coureurs, je ne vais pas dire star, parce que ça peut avoir une connotation péjoratif, et c'est vraiment pas le mot, mais de coureurs en tout cas qui vont se faire arrêter dans la rue, on va demander des photos, qui vont devoir aussi être sollicités par les médias, donc ça rajoute. Voilà. Est-ce que tu as senti quelque chose quand même qui t'a forcé à t'adapter et les coureurs s'adapter aussi? Nous, on a travaillé dessus, on a toujours travaillé. Moi, j'ai la chance de travailler avec Kylian sur les Kylian Quest, donc c'était la médiatisation du sport, avec François, beaucoup d'années avec François. Moi, mon point de vue, c'est que de toute façon, on fait de la com une fois qu'on a monté une structure, une base claire en sport. On ne fait pas l'inverse, on ne commence pas à faire de la com. D'abord, on fait de la perf. Une fois qu'on a fait de la perf, on va communiquer. C'est ce qu'a fait Mathieu. On peut critiquer Mathieu pour plein de choses, mais Mathieu, il pose un débat quand il va fighter avec Kylian sur un UTMB jusqu'au bout, il fight avec un Kylian. Mathieu est un sportif. Qu'il fasse de la com derrière, c'est normal. Et ça fait partie du job. Ce qui a vraiment changé par contre pour les athlètes, c'est que avant, ils avaient clairement, ils étaient là pour gagner leur course et passer la ligne d'arrivée, lever les bras et après c'était fini. Maintenant, ils rattaquent derrière un deuxième ultra avec de la médiatisation, avec les réseaux sociaux à gérer, avec des gens qui leur parlent non-stop. Le podcast en tête d'un coureur. Voilà, par exemple, il faut croiser Guillaume devant un micro. Mais c'est toutes ces choses-là. Donc il y a cette économie, mais aussi c'est une économie qu'il faut faire parce que... c'est professionnalisation aussi, c'est ce qui marque aussi finalement la professionnalisation du sport. Et ils sont moteurs aussi, ils sont moteurs du sport. On a des super moteurs du sport, on a des beaux mecs, on a des belles nanas qui sont vraiment là pour pousser le sport. Une Courtenay, on parle pas assez des nanas, mais une Courtenay, c'est génial ce qu'elle propose sportivement et ce qu'elle véhicule. Annelise Rousset. Ouais, Annelise Rousset, ouais. Voilà. Même une Cathy Scheid. Cathy, mais tu vois, Annelise... Tu les vois, c'est des Cathy, tu vois, tu la vois dans la rue, c'est une petite blonde aux yeux bleus, un peu, t'as l'impression qu'elle est un petit peu fragile parce qu'elle est toute fine, qui va s'envoler au premier courant d'air, et personne pourrait se douter, si tu la connais pas, qu'elle s'envoie des 10 000 mètres de dénivelé, qu'elle court comme une, tu vois. C'est ça qui est beau avec le trail, c'est finalement, ça révèle des personnes, les capacités de personnes et ce qu'est capable de faire le corps humain, des gens que tu ne soupçonnerais pas. Annelise Rousset, c'est exactement la même chose. Tu la vois, c'est impossible que cette fille elle est capable de faire ça. C'est ça qui est fou, quoi. Ça révèle les gens. Ça révèle les gens, et au niveau du public, tu t'identifies à eux. Tu vas t'identifier à Annelise, tu vas t'identifier à Annelise. Annelise, c'est une nana qui bosse, elle est véto, elle bosse. Tu peux dire, ouais, j'aimerais être comme Annelise. Il y a plein de sports où on ne peut plus faire ça.
Tu peux pas t'identifier. Là, entre elles, tu peux te dire, j'aimerais être un François Daen, je peux m'identifier à un François Daen. Tu vois, nous, dans le team, par exemple, avec des plus jeunes qui sont en construction, tu dis, je peux m'identifier à un Théo Détienne, parce que Théo Détienne, il a les mêmes codes que moi, il a les mêmes codes de vie que moi, il aime la nature, il aime ci, il aime ça, il est sur ses réseaux sociaux, il déconne, je vais m'identifier. Donc cette identification est hyper importante pour développer encore le sport. On a tous intérêt à développer le sport en gardant vraiment nos codes et avec des beaux ambassadeurs. Justement, on parlait un peu de l'évolution, de l'ADN, un peu de l'ultra-trail ou même du trail en général. Et j'ai l'impression, et j'aimerais bien avoir justement ton avis par rapport à ça, parce que mon regard n'est pas forcément juste, mais j'ai l'impression que historiquement, et surtout en France, c'est pas forcément valable aux États-Unis ou dans les autres pays, mais en tout cas, surtout en France, le trail, il a été quand même assez éloigné du monde de l'athlétisme. C'était plutôt une culture quand même de montagne avec des gens qui venaient plutôt du ski alpinisme ou des raids d'aventure. Mais aujourd'hui, on voit quand même apparaître des profils de plus en plus, qui viennent de plus en plus de la piste ou de la route. Je pense notamment à des athlètes comme Jim Wemsley, Cathy Scheidt ou même Vincent Boyard qui a fait de l'athlé, qui faisait du 3000 steeple. Même François finalement qui vient aussi un petit peu de l'école d'athlé. Mais en tout cas des athlètes qui ont une vraie base athlée. Et c'est vrai que cette évolution, on la sent aussi dans les formats de course avec des parcours qui restent avec du dénivelé, mais on va intégrer des parcelles un peu plus roulantes. On va essayer d'aller chercher un peu plus de vitesse pour challenger les athlètes, pour avoir des athlètes qui soient les plus complets, qui soient à l'aise partout, en montagne, en descente, sur le plat. Même les équipements. On voit aujourd'hui qu'il y a des chaussures sur trail qui viennent du carbone. Donc on voit qu'il y a quand même ce monde qui se mélange. Est-ce que tu as le sentiment, toi aussi, que le trail se rapproche de plus en plus du running versus le monde de la montagne? Et si oui, est-ce que ça change concrètement la façon aussi d'encadrer, de construire les équipes? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, je prends dans une autre équipe, mais tu as par exemple Oria, la Suissesse, ça vient, a fait un semi-marathon à Barcelone, a fait les minima pour les championnats d'Europe. Tellement la performance, elle est élevée. Ils arrivent à se qualifier maintenant, même sur des championnats de route. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse que ces deux mondes fusionnent de plus en plus et il y a beaucoup de gens qui font la passerelle? Voilà. En fait, le mot là, c'est passerelle. Moi, tous les coureurs du team vont s'essayer au marathon. À l'inverse, tu vois, un Théo, cette année, il est au marathon de Londres. Un Damien Humbert, il était à Valence l'année dernière. Les mecs s'essayent au marathon. C'est des trailers qui vont au marathon. Et inversement, on a vraiment des mecs qui courent très vite. Des mecs qui viennent du cross. Un Vincent, ça court très très vite. Maintenant, un Vincent, je ne sais pas combien il vaut sur un 10K. Mais je pense qu'il est en dessous de 30 sans problème. Ou un Rémi Bonnet sur les... Ou un Rémi. Mais même un François ou un Mathieu Blanchard sur marathon, ils sont capables, c'est moins de 2,20 à l'aise. C'est 2,21, mais c'était 2,21 sans prépa. Sans grosse prépa, il fait 2,21, il se rend 2,21. Et on a toujours eu ça. À haut niveau, on a toujours ça. Maintenant, cette passerelle, elle est hyper intéressante parce que maintenant, on fusionne. On a eu quand même, pendant beaucoup d'années aussi, la logique de dire ouais, c'est bon. Nous, on est des coureurs. Là-bas, c'est des randonneurs avec des chemises à carreaux et des bâtons. Maintenant, ça n'existe plus. Et les parcours, c'est génial. Les parcours s'y prêtent. Parce que moi, j'adore les parcours où il y a tout. Où il y a du technique, où il y a du roulant. Parce qu'à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Et ce n'est pas un truc au hasard. Un garçon ou une fille hyper spécialisée, ok, c'est super qu'il gagne que dans le technique. Mais on aime le voir aussi dans du roulant, voir s'il va s'en sortir ou pas, combien il va perdre de temps dans du roulant, ou inversement, le mec est hyper fort en roulant, combien il va perdre de temps dans le technique. Donc maintenant, tous sont très très bons. Tous les gens là qui sont dans les équipes, on peut les mettre sur marathon, on peut les mettre sur du technique, et nous, on les force à être bons partout, voire même dans les distances. On les pousse à descendre des fois en distance pour aller se faire un peu secouer et réveiller. On les pousse à aller vers du cross. En disant non mais bon, ok, tu penses que tu cours vite, mais non, va avec les crosseurs. Ouais, du Thomas Cardin, on peut les voir. Voilà, va avec des crosseurs, tu vas... Même Vincent qui fait un peu les crosses aussi. Voilà, Vincent, je crois qu'il gagne cette année le Rhône-Alpes, ou il fait 2 au Rhône-Alpes. Ou même Blandine Hirondelle qui fait 3e au championnat de France de cross. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais championnat de France de cross, c'est... Cathy plus récemment, ouais. Mais les gens se rendent compte, peut-être les auditeurs ne sont pas conscients, mais les France de cross, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux et c'est là où on a le plus haut niveau. Donc réussir à faire un podium aux France de cross, ça veut dire que vous vous classez dans les... Ça pousse. Ouais. Et l'avantage, c'est que les trailers ont beaucoup plus de facilité à aller sur la route qu'inversement, c'est beaucoup plus compliqué pour un routard d'aller sur trail. C'est beaucoup plus simple de faire la... Tu le vois, le schéma kényan, ils arrivent, mais il leur faut un temps d'adaptation pour passer leur vitesse sur du trail running. Et pas tout le monde y arrive. Hein. Ils ne sont pas nombreux à y arriver parce que passer l'adaptation, elle est quand même compliquée. Et ça veut dire que pendant qu'ils font cette adaptation entre elles, ils ne peuvent plus aller sur du marathon et perfer sur du marathon. Donc ça prend du temps, mais
Du coup, ce côté passerelle, le cours complet, oui, aujourd'hui, le trail, c'est ça, et tant mieux que ça soit ça. Bon, c'est ce que je trouve vraiment hyper intéressant à ce que tu nous dis, Jean-Michel, c'est parce que tu racontes ce que tu as pu observer, mais pas seulement. Tu as vécu ça aussi de l'intérieur, tu as vraiment suivi ça, et donc voilà, ton témoignage, il est intéressant par rapport à ça. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant un petit peu plus à ton rôle de team manager, parce que je ne crois pas que le grand public se rende forcément compte de ce que représente un team manager dans une discipline comme le trail, quelles sont ses fonctions, à quoi il sert. Il y en a qui veulent le comprendre avec les coachs, avec les... Voilà, donc prenons juste un petit instant. Aujourd'hui, c'est quoi ton rôle, par exemple, au sein de la team New Balance? Ton quotidien avec les athlètes, comment tu vas t'organiser dans tes missions? Mon rôle, c'est coordonner au mieux pour que l'athlète soit au mieux. En fait, clairement, il y a beaucoup de gens autour de moi. Moi, je vais pas faire du coaching physio. Là, il y a des coachs qui sont là pour ça. On a des référents médicaux pour ça. Moi, par contre, mon objectif, c'est de coordonner tout pour que l'athlète soit au mieux. Le seul moment où j'interviens réellement avec l'athlète, c'est pendant la course. Là, pendant la course, je remets une casquette différente parce que là, je suis vraiment au bord pour quand on parle de course, de timing, de management de course, de vitesse de course, de stratégie de course, et aussi en amont de saison sur ce qui est aussi stratégie de carrière et stratégie de saison. Donc, quand on parle, nous, sur un athlète, moi, ma perspective est toujours à 3 ans. Quand on prend par exemple un Théo avec qui j'ai la chance de travailler depuis 2019, on a toujours des logiques à 3 ans parce qu'aujourd'hui tu es là, qu'est-ce que tu gagnes en intermédiaire, en course intermédiaire pour arriver à 3 ans où on a décidé que tu sois dans 3 ans. Donc le but c'est de mieux faire dans tout ça et trouver le meilleur équilibre. Ce que je dis toujours à tous les athlètes depuis le tout début, c'est le trail ou le sport ne peut être que le principal de tes choses secondaires. Donc d'abord on cale tout le reste, on va caler son pro, on va caler sa santé, on va caler son financier et tout, pour qu'il soit un peu détaché de tout ça et qu'il puisse se concentrer à son sport et qu'il s'éclate dans son sport et qu'il arrive, qu'il dit maintenant tout le reste c'est réglé, ouais. C'est réglé. L'anecdote de fou, 2017 UTMB, la première question que me pose François et son inquiétude, là on est le vendredi matin à midi, sachant que la course part à 18h, il me parle de ses vendanges du lundi. La course, c'est bonus, alors que c'est la course, c'est le match, mais parce que il a détaché tout ça et nous on travaille toujours avec ça, c'est pour que l'athlète soit au mieux. Et c'est un peu du staff, un peu du monde dans plein de pays, parce que moi j'ai la chance de travailler dans plein de pays et des gens qui vont être tous les jours avec des athlètes. Mais mon job c'est H24 et 365 jours par an. Alors, tu es aussi un petit peu sélectionneur parce que c'est toi qui vas construire, par exemple, la team New Balance, si je ne me trompe pas. Oui. C'est toi qui choisis un peu les athlètes. Et justement, tu cherches quoi chez un athlète? Est-ce que c'est les résultats uniquement? Est-ce qu'il y a d'autres critères? J'imagine peut-être la personnalité, l'engagement, peut-être aussi la capacité de travailler en groupe. Là, on est en stage, j'imagine qu'il y a aussi, faut savoir aussi vivre avec les autres et pas mettre une ambiance un peu pourrie. Est-ce qu'il y a aussi des critères, par exemple, de réseaux sociaux, de visibilité? J'imagine que ça joue aussi forcément en 2025. En tout cas, ça peut avoir son importance. Comment comment tu composes cette équipe? Sur quels critères tu te bases? Là, on est parti d'une feuille blanche. Il y a 1 an, le team n'existait pas. Et on est parti d'une feuille blanche avec New Balance qui nous fait archi confiance sur 5 ans. L'objectif, c'est très 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 fort et être leader dans 5 ans. Donc nous, on fait que construire. C'est pour ça qu'on a pris un parti pris qui était fort d'entrée. C'est pas sortir un carnet de chèques et prendre les meilleurs mondiaux et aligner les meilleurs mondiaux autour d'une table en disant on a tous les meilleurs mondiaux. Ce qui aurait pu être une stratégie. Mais ce n'est pas la bonne stratégie, je pense. C'est pas pour... Du coup, on a fait l'inverse. On a pris des gens en devenir, des gens avec qui on va travailler longtemps, dans tous les pays. Je sais pas, par exemple, là, on sort des championnats d'Espagne. On a une Leila Montoya qui fait 2 fois 4e. On a Younet qui fait 2e. C'est que des jeunes, c'est des U23. En France, on a une Maëlle Bovire qui vient de l'orientation. On a une Alice Bosseron qui est quelqu'un qui est pas encore professionnel. Mais on va travailler avec eux le nombre d'années pour qu'ils arrivent au mieux. Pour moi, mes objectifs, ils sont 2026, 2027. Ils ne sont pas tout de suite. Parce qu'on ne peut pas faire un coup de baguette magique de dire toi t'es bon, tu vas gagner l'UTMB. Il n'y a pas de raccourci quoi. Y a pas de raccourci. Sinon c'est du feu de paille. C'est du feu de paille. Nous on va travailler sur la durée, vraiment travailler sur la durée, et ce qui nous permet aussi de lisser les petits problématiques. Se blesser, ça fait partie d'une carrière. Je ne connais pas un sportif qui ne s'est pas blessé.
Si on a une logique d'un an, c'est compliqué la blessure. Si on a une logique de 3 ans, c'est pas très grave. On a quelqu'un dans le team, c'est Candice Fertin qui s'est blessé. Mais j'ai dit à Candice, c'est pas grave. Ok, c'est galère pour toi cette année, t'es blessé. On va tout faire pour que tu reviennes. T'as le temps. On annule ton calendrier, on met tout à zéro. Et tu vas reprendre plus tard quand tu seras. C'est pour ça qu'il faut qu'on lise sur le temps. Nous, les réseaux sociaux, c'est pas notre priorité numéro 1 d'entrée. Pour le moment. Moi, j'ai plein de garçons et filles, ils ont 1000 personnes qui les suivent. Pas très grave. Je préfère qu'ils aient 1000 personnes qui les suivent Aujourd'hui et qui gagnent l'UTMB demain et d'un coup ils explosent. Un Vincent Bouillard. Vincent, l'année dernière, je crois qu'au départ, personne ne sait qui c'est. Il a un réseau social, je vais pas être méchant, mais il doit avoir 40 personnes dessus, sa tante, sa sœur et ses copains. Et aujourd'hui, il a explosé. Oui, mais on sait que c'est important aujourd'hui, on va pas non plus être hypocrite. On sait que c'est important forcément parce que ce sont les marques qui financent et qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir une présence médiatique, il faut aussi parler aux coureurs et c'est la logique de la professionnalisation. Mais ce qui est valable dans le sport est valable aussi dans d'autres disciplines. C'est ce que je dis aujourd'hui, un écrivain doit être aussi sur les réseaux sociaux. Pâtissier, Cédric Grolet, il veut faire de la pâtisserie, mais il est aussi sur les réseaux sociaux. Les musiciens, c'est pareil, ils vont dire moi je joue de la guitare. Oui, mais il faut aussi que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas propre au sport, c'est propre aussi à la professionnalisation du métier culturel et sportif qui induit qu'aujourd'hui, quand tu es professionnel, il faut être aussi présent peut-être sur les réseaux. Mais je suis d'accord avec toi. Mais Grolet, si c'est une tanche qui ne sait pas faire une pâtisserie, il va pas en vendre une. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous, en sport, c'est pareil. Moi, je veux que d'abord, il soit crédible. Et je veux aussi qu'ils deviennent porte-parole. Il faut qu'ils soient crédibles en sport, qu'ils connaissent le sport, qu'ils connaissent des victoires, qu'ils connaissent des échecs pour pouvoir en parler. Faire l'inverse, parler de sportifs de haut niveau, parler de sport pour prendre des positionnements sur du sport de haut niveau, si on n'a pas vécu ça, c'est un peu fake. Et nous, on essaie de construire quelque chose dans la durée. Parce que vous essayez de construire quelque chose dans la durée avec New Balance, parce que vous avez aussi un parti pris de construire une équipe jeune avec des profils émergents. Vous laissez du temps, être vraiment vous inscrire durablement dans le trail. Mais ce choix stratégique de la jeunesse, alors c'est génial parce que justement, je pense que ça te redonne une énergie, toi qui es là depuis 2003, et puis tu suis en plus le changement. Ça se voit que tu es quelqu'un qui reste très actuel, qui connaît, qui suit les trucs. Mais quand même, de toi à moi, là, on a, une quinzaine de jeunes en stage de 20, 25, 27 ans. Des fois, c'est pas un petit peu... t'as pas l'impression d'être un peu colonie de vacances et d'être un peu le pion ou le surveillant qui, des fois, ça change d'un François Daen qui va te parler des vendanges, quoi. Ouais, mais François, moi je l'ai eu. Après, c'est mon schéma, je l'ai eu très jeune. Kylian, je l'ai eu à 16 ans. François, 19. Je les ai tous eu quand même très, très, très jeunes. Mais c'était les petits jeunes dans des groupes plus âgés. Là, c'est vraiment des teams jeunes. C'est que des jeunes. Après, c'est que des jeunes qui ont faim, qui ont envie, qui ont faim, qui voient et qui rêvent. Et qui rêvent de tout ça. Et c'est hyper important aussi d'avoir cette énergie dans le groupe. Tu vois, l'énergie dans le groupe, quand là c'est un petit stage, puis il n'y a que les Français. Dans 15 jours, il y aura les Espagnols, les Italiens, les Anglais, tout le monde est ensemble et tu as une énergie dingue. Et surtout quand on fait les stages de préparation, pendant les cours, c'est un peu tout le monde. Mais les stages de préparation, ce qui est génial, c'est surtout que tu as l'expérience de Manuel Meria va échanger avec un jeune, un David Emanini qui a gagné déjà par exemple le marathon du Mont Blanc, va échanger avec des jeunes qui vont poser des questions, un Anglais qui va dire mais vous en Espagne vous faites comment, en Italie vous faites comment, et ça c'est quelque chose d'assez magique parce qu'ils ont tous la même envie, ils ont tous le même but final et nous on les traite tous pareil, c'est-à-dire que tu t'appelles Manuel Meria, que tu t'appelles David Emanini, Théo Détienne ou un inconnu, on vous traite pareil, vous avez les mêmes staffs, vous avez les mêmes structures, vous avez les mêmes masseurs, vous avez les mêmes kinés, il y a la seule chose qui différencie c'est l'enveloppe financière bien sûr, mais ils le savent. Ils connaissent leur enveloppe financière à tous. Hein. Et ça me permet aussi d'avoir une logique pyramidale. Ben oui, aujourd'hui, tu as ça. Si tu progresses, tu as ça. Si tu progresses, tu as ça. Et c'est hyper transparent parce que ce qui est hyper compliqué quand tu as un groupe... C'est bien d'avoir cette transparence. Ouais. Quand tu as un groupe, ce qui est hyper compliqué, c'est l'inverse. C'est se retrouver en disant combien il touche lui, combien il a pris de primes, combien il a pris de primes. Il y a une marque d'un distributeur français qui s'est beaucoup développé là, sur les athlètes, avec notamment un athlète sur route. Et effectivement, les montants dans la presse, ça a foutu un peu le bordel dans l'équipe, j'imagine. Et en plus, des montants qui ne sont pas forcément vrais. Oui, en plus, c'était des extrapolations en mélangeant tout dedans, en mettant... voilà. Donc, et là, j'ai vu que le team manager, il y a tout le monde qui l'appelle et qui dit hop, on va peut-être renégocier. Parce que j'ai lu dans l'équipe.
Et c'était fake. Après voilà, nous le but c'est qu'on construit et je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi je vois les résultats, de toute façon je vois les progressions et les résultats et on construit. Et après on se permet aussi on permet aux athlètes de se louper. C'est hyper important parce que moi j'ai plein d'athlètes, on les laisse s'entêter dans une erreur pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Par contre la sortie de la course, on leur dit bon, t'as vu ton système, tu y as cru, ça marche pas, tant mieux, t'as fait l'expérience. Maintenant, on va rechanger, on va recaler des choses. On prend le cas de Théo, où on connaît Théo, qui est le mec le plus dingue, le plus fou, le plus généreux en course. Là, on commence à travailler sur l'inverse, c'est de lisser ses vitesses. Pour moi, la plus belle course de Théo, c'est récent, ça a 3 semaines, c'est Maxi Race. Maxi Race, il ne fait que 3e. Mais il fait que 3e avec une course complètement pleine, en restant sur un rythme qui était un rythme défini. C'était là, on travaillait le 90 du Mont Blanc et on travaillait l'UTMB. Donc, tu fais pas n'importe quoi. S'ils veulent partir, les mecs devant, et tu les laisses partir et tu commences pas à faire un match qui ne sert à rien. Et Théo, il arrive au bout, il fait 3. Et la première chose qu'il me dit, parce qu'on fait des débriefs réellement sur les lignes, c'est hyper important les débriefs sur les lignes pour avoir vraiment une sensation, les inputs à chaud. Il me dit, ouais, chouette, aujourd'hui, j'ai fait une course pleine. J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai fait une course pleine. Il était hyper content de sa 3e place. Et là, on se dit, ah ouais, il y a un truc. Et là, cette petite énergie, on la garde maintenant pour le 90 et UTMB. Jean-Mi, j'ai une petite surprise pour toi. T'as rien contre les surprises. C'est pas... Non, ça va. Généralement, ça va. Ouais. Bon, j'ai 2 invités qui vont bientôt nous rejoindre autour de la table. 2 visages que tu connais bien, même très très bien. 2 athlètes de la team New Balance qui incarnent je pense qui incarnent parfaitement ce renouveau du trail comme on parlait à l'instant. Il y a d'abord Maël Beauvir qu'on a vu justement monter en puissance ces derniers mois, qui brille sur des formats 20 jusqu'à 50 km. Théo Détienne aussi, cette petite boule d'énergie, voilà, toujours avec le sourire aux lèvres, qui décide de monter un peu la distance cette année, de passer à l'ultra avec en ligne de mire l'UTMB. Ça te va si on les accueille avec nous sur le plateau et promis, après ils retournent s'entraîner. On va pas, on déconne pas. On fait la base. Voilà. Ah ouais, ça va être sympa, ouais. Bon, écoute, on se retrouve tout de suite avec la fine équipe. Salut Maël, salut Théo, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. Comment est-ce que ça va là à 15 jours du marathon du Mont Blanc? Je te laisse commencer Maël, vas-y. Il est galant, il est d'une galanterie. Il est galant, merci Théo. Bonjour à tous, merci de notre présence ici. Tout va bien, on est à 15 jours, j'ai déjà fait 15 jours de stage ici à Chamonix, donc les parcours sont repérés, il n'y a plus qu'à. En plus il fait beau là, vous avez eu beau temps. Et toi Théo, alors après la Maxi Race, comment ça va? Et ta belle 3e place? Ouais, voilà, après la Maxi Race, une petite semaine de récup. J'en ai profité pour souffler un peu parce que là, on va repartir sur des gros blocs en juillet. Je suis arrivé la semaine dernière ici à Chamonix, donc pareil, je me suis entraîné sur des tronçons du 90 km. Je connaissais déjà le parcours parce que j'ai fait la course l'année dernière, mais j'en ai profité pour quand même me le remémorer, faire des séances, faire un peu de volume. Puis on a eu de la chance, on a eu du soleil et on a pu en profiter comme il fallait. Une petite sortie en Alpi en début de semaine. Puis maintenant, on va tranquillement se reposer pour la course qui arrive dans 2 semaines. J'imagine. Alors, Jean-Mi, une fois n'est pas coutume, mais ce que j'aimerais, c'est que tu présentes un peu nos 2 invités, peut-être pour nos auditeurs et auditrices qui vous connaissent peut-être pas encore. Il y en a à mon avis quelques-uns. Pourquoi justement tu as choisi Mel? Pourquoi tu as choisi Théo pour les intégrer dans la team New Balance? Qu'est-ce que tu vois en eux comme athlète, mais aussi j'imagine comme personnalité, parce que tu m'as dit que c'était quand même un critère important. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe? Voilà, ça serait une manière un petit peu plus originale de les présenter. Si c'est toi qui le fais, on peut commencer par Maël. Ce qui est intéressant avec Maël, c'est qu'elle vient pas du trail. Donc déjà, elle n'est pas formatée par le trail, elle n'est pas formatée par l'historique du trail. Elle vient d'un sport à haut niveau, qui est l'orientation, qui nous sort chaque année des top coureurs, depuis Mark Lestein, des Judith et tout. Chaque année, les orientateurs sont là, ils sont toujours présents et ils font très très bien. C'est une usine à trailer, là. C'est un peu une usine à trailer, ouais. Ils ont quand même la tête et les jambes. Ça n'a rien à voir avec Théo, ce que je veux dire après. Ça... Balle perdue. Allez, bam, c'était gratuit là. C'est pas grave, j'en tiendrai pas rigueur. Mais c'est vrai qu'ils ont la tête et les jambes et ça c'est hyper important. Et ils sont hyper pointilleux, c'est-à-dire que Maël va aller jusqu'au bout des repérages, voire même essayer de repérer les plans B, les parcours de repli. Donc c'est important et il y a une marge de progression. Maël, elle est toute jeune dans le trail, elle a 1 an dans le trail, elle a pratiquement pas encore toutes ses courses pour avoir des cotes ITRA et des cotes UTMB. Et voilà, et donc là, il y a vraiment un gros travail à faire qui sera pendant 2-3 ans avec elle. Voilà. Et l'ami Théo, on se connaît quand même depuis 2019, post-Covid, il avait les cheveux longs. Ça.
Il avait Il n'y les avait pas cheveux la longs. petite moustache à l'époque. Ah non, il avait les cheveux longs. Il était catalan, il avait les cheveux longs. Et Théo, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le Michelin 2.0. C'est-à-dire, jeune. voilà, c'est pour les anciens, une référence quand même. Mhm. Et il a ce côté de hyper talentueux. Parce que quand même, c'est un garçon, moi quand je l'ai connu, qui va aller dans les 30 minutes, un peu juste en dessous de 30 minutes en chaussures qui n'étaient pas du tout des chaussures carbone et compagnie, qui faisait du triathlon, qui faisait un peu tout, et à chaque fois il s'en sortait en cross, qui était dans le top. Tu as fait un 14 ? J'ai fait 13e aux France de cross-court, Putain, je me rappelle de ça. 2019 à Vittel. France de cross-court en 2019. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ça sympa. courait un peu. Et du coup, on a toujours travaillé. Et là, ça a été le premier athlète que moi j'ai appelé quand j'ai changé de couleur, de marque, de Salomon à New Bay, parce que moi, je pense que Théo a de quoi être le grand de demain. Pas forcément de demain, mais dans les 3 ans qui arrivent. Donc on travaille, et c'est un pied de travailler comme avec tout le team de toute façon. Bon, c'est une bonne transition, puisque maintenant que vous êtes tous les 3 autour de la table, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu plus de ce que représente d'être au sein d'une team professionnelle de trail comme celle de New Balance, parce que on sent qu'il se passe quand même quelque chose ici à Chamonix pendant votre stage. On a eu la chance un peu de vous suivre, voilà, notamment Enzo qui vous a suivi pendant les moments de vie, pendant certains de vos entraînements, et on a senti quand même une très très grosse cohésion et vraiment voilà, un esprit de camaraderie qui était très très fort. Théo, toi qui as toujours été quand même une sorte d'électron libre, très indépendant, notamment dans ta façon de t'entraîner, tu n'as pas de coach. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre une équipe pro comme celle de la team New Balance, et est-ce que ça a été aussi un choix évident pour toi? Alors rejoindre New Balance, oui, ça a été un choix évident. Moi j'étais, comme le disait Jean-Mi juste avant, dans le team Salomon avec lui. Et quand il m'avait évoqué le changement de couleur, le projet, ça a été naturel pour moi de le suivre. Je ne me voyais pas continuer avec une autre équipe, enfin du moins quelqu'un qui me suit dessus entre guillemets en tant que manager, quelqu'un d'autre que lui. Donc j'ai suivi naturellement, et puis après le projet il s'est construit. De son côté, il a recruté d'autres athlètes. Et puis il y a ce volet vraiment, comme tu dis, camaraderie qui est important, et il a beaucoup appuyé là-dessus. Avant de vouloir créer de la performance qui est la clé, il y a aussi, ce qui est très important, c'est de créer un esprit d'équipe entre nous tous. Et ça a de suite matché. Le premier stage qu'on s'était fait à Spotorno en Italie l'année dernière, en début d'année, au final on s'est tous super bien entendus, et ça a été un gros plus qui permet, quand on est tous là par exemple au chalet pour s'entraîner, on s'entend bien, on essaie de se faire des choses ensemble, se faire les entraînements ensemble, manger ensemble. Et c'est ça qui apporte beaucoup d'émulation et qui permet d'être aussi bien dans la tête que dans les jambes. Qui c'est qui fait la cuisine? Non, on se répartit un peu. Je dirais pas qui en fait plus que les autres, mais on essaie de se répartir quand même un peu. Bon, j'imagine. Alors Maël, toi, tu viens d'un univers, comme le disait tout à l'heure Jean-Mi, c'est la course d'orientation. Alors, des formats très spécifiques, peut-être même un petit peu introspectifs, j'imagine, où des fois, voilà, on se bat aussi un peu contre soi-même, ses capacités. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, justement, cette team, cet encadrement aussi, l'énergie partagée? Est-ce que tu es d'accord aussi avec ce que dit Théo Ouais, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est vraiment une famille. Là, le team New Balance, on est ensemble pendant une semaine, et on va faire tout ensemble. Enfin, les entraînements, bien sûr, c'est perso sur certains entraînements qui sont un peu spécifiques, mais sinon, il y a vraiment une bonne ambiance. Et ce que j'aime bien, c'est aussi que tout le monde est ouvert. On vient pas tous des mêmes domaines, des mêmes disciplines, pour moi personnellement, et tout le monde est ouvert, et j'aime beaucoup échanger sur les différents types d'entraînement aussi que chacun peut faire, et ça m'apporte énormément de ce point de vue-là. Et vous vous rendez compte un petit peu de la diversité parce que c'est vrai que souvent, et ça c'est aussi un côté, alors nous on évite ça, mais il y a aussi beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu, de personnes qui prônent un peu des méthodes, et il y a aussi un peu cette côté d'uniformisation de l'entraînement, c'est-à-dire il faut faire ça, il faut consommer tant de glucides, il faut avoir un cœur qui bat à temps. Il y a un peu ce côté, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il y a, le sport se standardise beaucoup, même au niveau des courses, on veut des formats de temps de machin, moins de 2 heures pour la télé, le truc, il y a ce côté un peu très standardisé. Et là, le fait est que vous voyez tous ensemble, vous vous rendez compte à quel point des fois vous avez des préparations qui sont complètement différentes des uns des autres, et pourtant vous performez tous. Ça, c'est concret aussi, vous le voyez, où finalement vous faites tous la même chose. Oui, on le voit beaucoup. Enfin, c'est hyper individuel l'entraînement, et une méthode qui va fonctionner sur quelqu'un, elle va pas forcément fonctionner sur quelqu'un d'autre. Ça, on le voit bien quand on est tous ensemble et qu'on brasse. Au final, elle s'entraîne pas du tout comme moi je m'entraîne, parce qu'on fait pas les mêmes formats.
Elle utilise des outils que certains n'utilisent pas non plus. Et en fait, chacun a sa propre vision de l'entraînement et ça permet, moi dans mon cas, ça apporte une belle émulsion dans le sens où on apprend chacun des choses, on discute. Il y en a certains qui ont une vision sur la nutrition, d'autres sur vraiment plus la préparation physique et en discutant, ça apporte des clés à chacun. C'est intéressant. Mais c'est sûr, si tu prends l'entraînement d'un François Daen, d'un Vincent Boyard et d'un Kylian Jornet ou un Mathieu Blanchard, t'as pas du tout... C'est ça que ça me fait toujours rire, les gens qui veulent te dire la méthode, qui veulent standardiser, et on se rend compte que la richesse est dans la diversité, quoi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Je pense que c'est l'habitude aussi historique de plans d'entraînement de 10 bornes de semi ou de marathon où tout le monde rentrait dans des schémas de vitesse. Là maintenant, sur du trail, on rentre justement dans des spécificités de trail où il va falloir travailler de la montée, de la descente, du plat, de la distance hyper courte, de la distance longue. Et chacun amène sa sauce. Nous, on essaie justement à que chaque athlète garde sa sauce. Nous, on va juste rajouter des éléments dedans en disant « Ouais, là, par contre, ça marche pas. Là, tu devrais plutôt faire ça. » Mais nous, on aiguille juste. Et on a toujours fait ça. Avec François, avec François et Kylian, c'est juste re-aiguiller l'athlète. Parce qu'en fait, en fin de compte, souvent, c'est l'athlète qui a raison. C'est quand même l'athlète qui a raison. Parce que c'est quand même l'athlète, surtout en trail et en ultra-trail, qui s'engage là-dedans. Si au fond de lui-même, il se dit « Non, mais ça marche pas, ce système. C'est un échec assuré. » Un Théo qui a une logique de power coach depuis je me suis toujours entraîné tout seul. Voilà, il a sa propre logique. Du coup, il a aussi sa propre logique. Quand il se loupe, il dit, là, je me suis loupé. Il peut s'en prendre un peu qu'à lui-même. Tu peux pas t'attaquer. Tu veux pas porter le chapeau à l'entraîneur. Du coup, il va régler ça. François, ça a toujours été pareil. Quand François s'est loupé, il est rentré chez lui, il réglait ça en se disant là, je me suis un peu loupé. Et voilà, et maintenant, il y a une expérience. Et maintenant, l'expérience redescend aussi, cette expérience générée redescend aussi sur tout le monde, sur les plus jeunes du team et qui n'ont pas tout ce cumul d'expérience. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on est à peu près allé à l'heure où on enregistre cet épisode, on est à peu près à 15 jours du marathon du Mont Blanc. C'est quoi justement le but de se rassembler ici à ce moment précis de la saison et puis à 15 jours de la compétition, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant. Qu'est-ce que vous venez chercher, que ce soit physiquement, mentalement, collectivement, faire du repérage? Maëlle, toi, t'attendais quoi en fait de ce stage-là? Moi, j'attendais de prendre mes marques. J'aime beaucoup, avant les compétitions, savoir où est-ce que je vais dormir, comment ça va se passer aussi pour la nutrition, comment je peux manger. Et surtout, reconnaître le parcours. C'est vraiment une opportunité d'être ici à Chamonix, d'avoir le temps de le faire en plusieurs fois, de le regarder plusieurs fois. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est analyse de terrain. Donc, repartir sur les chemins, essayer d'imaginer comment ça va être la suite et anticiper pour la gestion de la course. Et c'est ce que j'attendais. Et c'est ce que j'ai trouvé en fait, donc je suis super satisfaite. Pour éviter de te perdre comme ça. Éviter de me perdre. Parce que Maëlle s'est perdue, parce que Maëlle vient de la course d'orientation, mais à la Saint-Élion, alors qu'elle était première sur la Saint-Express, alors elle était première à quelques minutes d'avance, elle s'est perdue quoi. Donc c'est quand même un comble. C'est quand même assez magnifique de se retrouver dans Lyon et se perdre, c'est magnifique. Pour ma défense. Ah, tu imagines à Chamonix ce que ça va donner dans les Alpes. Il y a plus de chemin ici en plus. Et concrètement, ça ressemble à quoi vos journées quand vous êtes en stage? Vous vous entraînez tous ensemble, vous partagez aussi, j'imagine, des moments off. Tu peux nous donner peut-être une journée type, Maëlle, de comment tu organises ta journée? Est-ce que tu as beaucoup de liberté? Comment ça se passe? Dis-nous concrètement. Ouais, justement, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a chacun nos spécificités, donc on est assez libre. Après, on essaye de se retrouver pour se dire quand est-ce qu'on mange ensemble, si on s'entraîne pas ensemble. Et du coup, pour moi, je me lève, je fais ma mobilité, après je mange. J'attends un petit temps de digestion et je pars m'entraîner pour ma première séance. Ensuite, on arrive souvent à manger ensemble le midi. Et l'après-midi, quand je fais plus cool, du coup, j'essaye de demander aux autres ce qu'ils vont faire, s'il y a des séances qui peuvent être en commun. Et ensuite, derrière, ça part en récup avec j'ai mes petits gadgets. Oui, Théo aimait beaucoup le jacuzzi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il y passe beaucoup de temps. La récupération, c'est important pour lui. Il faut soigner la récup, c'est par là que ça passe aussi. Jean-Mi, quand on rassemble comme ça des athlètes qui ont tous un dossard, quasiment tous, même je crois qu'ils ont toute l'équipe là va avoir un dossard dans 2 semaines sur le marathon du Mont Blanc, pas forcément sur les mêmes distances, mais voilà, et qui vont parfois s'entraîner ensemble, monter les mêmes cols, qui vont des fois enchaîner les blocs un peu côte à côte. Comment on fait pour pas que ça vire aussi un petit peu à la compétition aussi, ça reste des compétiteurs, ça reste tu mets tout ça
On est dans un chalet, tu les envoies sur une piste, on se doute que des fois ça doit être un petit peu taquin. Voilà, comment est-ce que tu veilles quand même à ce que ça déborde pas trop? Est-ce que tu planques les chronos? Est-ce que tu files des marshmallows plutôt des chamallows plutôt que des gels? Enfin, comment tu fais pour éviter les... Non, bien sûr. Après, on a 2 sortes de stages, il faut dire. On a quand même on a un chalet permanent pour les athlètes. Ce qu'ils font là, c'est par exemple cette semaine, là, ils sont en mode free. Et après, on a des stages de regroupement où là, il y a tous les staffs qui sont là, y compris kinés, cuisiniers et tous les managers. Et là, il y a vraiment les 25 athlètes qui sont ensemble. Donc, automatiquement, 25 athlètes ensemble est égal à des gens un David Emanini, un Manuel Meria qui vont chercher des victoires. Il se passe quelque chose. Après, on est tous dans la même aventure. On a tous la même aventure. C'est clair que si je prends le côté des marathoniens... si Davidé bat Meria, Davidé sera très content. Mais tout le team sera content. Parce que c'est le team qui aura réussi à poser quelqu'un sur le podium. Sur le podium. Sur la boîte. Quand on prend le 90 du Mont Blanc, Théo fait pratiquement tous ses entraînements avec Nico. Nico a une façon de courir complètement diamétralement opposée à Théo. Mais les deux vont s'apporter quelque chose. Quand on reprend la Maxi, la dernière course qu'ils font ensemble, on sait très bien que Nico, il va être sur régime parce qu'il va beaucoup moins vite que les mecs devant et qu'un Théo, dans sa folie de course, il faut plutôt qu'il reste en maintien et en gestion. Et les deux s'apportent quelque chose au final. Réellement, ils vont se chamailler, se mettre des pics. Et nous, on entretient ça aussi. De toute façon, lequel va payer sa bière à la fin, qui aura mis une fessée à l'autre. Mais le but final, c'est que de toute façon, ça progresse, sachant que nous, il faut que ça progresse. Si on gagne, c'est très bien, mais le but, c'est de progresser. Et comme je te disais tout à l'heure, dans 3 ans, il faut qu'ils soient les deux sur le podium. D'accord. Oui, l'ambition est forte, donc c'est pas une petite victoire à la Pyrrhus qui va vous contenter. Alors, ça, ce qui est intéressant et ce qui est agréable dans votre team, c'est que vous venez... vous êtes très différents, vous êtes très complémentaires. Et j'aimerais quand même qu'on creuse un petit peu plus ça. Parce que Maël, on l'a dit, tu viens de la course d'orientation. On l'a dit aussi, il y a beaucoup les gens, le grand public ne s'en rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup de trailers, et notamment chez les jeunes qui viennent de cette discipline-là. Comment est-ce que toi, de ton regard, tu l'expliques? Pourquoi vous êtes aussi bon sur le trail? Est-ce que ça vous forge peut-être différemment des autres coureurs? Est-ce que c'est un circuit aussi qui est aussi très compétitif, parce que c'est vrai que c'est pas très médiatique, mais il y a vraiment du très haut niveau. Comment t'expliques justement cette aisance, cette facilité pour les coureurs d'orientation à venir sur trail et surtout à être tout de suite performant? Vraiment, vous êtes tout de suite performant, quoi, pour la plupart. Je dirais que la principale cause, c'est le fait qu'on commence vraiment très jeune. On a, au niveau de la fédération, on est directement assez cadré. On compte des groupes cadets, dans des groupes juniors, dans des groupes seniors. Et en fait, on a une rigueur et un professionnalisme qui est très tôt. Et en plus, derrière, comme on l'a dit, il y a la tête et les jambes. Et en fait, le fait aussi d'avoir ça dans notre sport on est beaucoup à se remettre en question, à avoir envie de comprendre comment on peut progresser, quelles ont été les erreurs pour ne pas les refaire, que ce soit à la fois technique, que ce soit à la fois mental, que ce soit à la fois physique. Et donc derrière, ça fait des beaux entraînements. Et derrière, en senior, on est plus performant. Et après, je dirais aussi qu'on est un sport qui n'est pas très médiatisé. Mais par contre, il y a une densité au très haut niveau, qui est très très bon niveau. Et donc pour aller accrocher des podiums en concentration, il faut vraiment s'accrocher. C'est super dur. Et en fait, c'est cette expérience-là qu'on acquiert à vouloir se battre avec les meilleurs, mais toujours à rester en bas du podium, etc. On continue de s'accrocher. C'est un peu cette force mentale. C'est dur parce que généralement, les sports moins médiatisés, il y a moins de densité. Et vous n'avez pas de bol parce qu'il y a beaucoup de densité et il n'y a pas beaucoup de visibilité. Exactement. Quoi. Mais après, c'est dans des pays scandinaves et en Suisse, par exemple, c'est beaucoup plus médiatisé, c'est plus connu, c'est autre chose. Ouais, pourtant, c'est un sport scolaire. C'est vrai que c'est bizarre que ce soit pas plus démocratisé que ça. Théo, toi, on l'a dit, un garçon instinctif, un garçon des fois un peu fantasque sur les courses, qui aime bien, qui a du panache, tu vois. Un petit côté Steve Préfontaine pour... joli. Ouais, pour ceux qui ont la référence. Voilà, un coureur à l'envie, on va dire ça. Voilà. T'as pas de coach, mais t'as jamais quand même eu envie des fois de structurer un peu ton approche, parce qu'on sait, par exemple, je sais pas, mais
Rémi Bonnet, lui aussi s'entraînait tout seul et à un moment donné, il s'est dit bon, je vais quand même essayer de travailler avec un coach. Toi, vraiment, est-ce que tu penses que cette liberté-là elle est essentielle pour performer ? Alors, tu as aussi un diplôme, je crois que tu as fait STAPS, donc tu as aussi une formation, ce n'est pas forcément le cas de Rémi sur la course à pied. Mais toi, vraiment, la question s'est jamais posée de traditionnaliser un peu ta préparation parce que le risque quand on s'entraîne tout seul, c'est qu'on se met pas forcément les séances qu'on n'aime pas, quoi. Tu vois, on a tous quand on est coureur, il y a plein de séances et je pense que nos auditeurs, il y a plein de séances qu'ils détestent. Le risque c'est pas de se les mettre, quoi, d'être toujours un peu dans. Toi, tu arrives à pallier à ça. Alors au contraire, ouais. Non, moi c'est tout l'inverse. Enfin, dans le sens où cette liberté, j'en ai besoin. Pour moi, ça me permet de me connaître et de découvrir des choses en permanence. J'ai fait donc des diplômes d'entraîneur sportif. J'ai une licence STAPS entraînement sportif. Donc au final, tout ce que je fais, c'est structuré. Je sais ce que je fais, je sais où je veux aller et comment je le construis. J'ai jamais voulu avoir quelqu'un qui me donne ma séance pour ma séance parce que c'est ma liberté et j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Comme tu disais, pas faire la séance qui fait pas plaisir et qui est difficile, justement, moi j'ai un peu une mentalité inverse dans le sens où j'ai tendance à aller trop loin. Et quand je me suis professionnalisé l'année dernière, donc j'ai quitté mon travail l'année dernière, j'étais gendarme, je faisais les formations pour le secours en montagne. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de me dire à l'entraînement, il va falloir maintenant structurer et réfléchir différemment dans le sens où il faut pas aller trop loin. Parce que maintenant qu'il y a du temps, on va pouvoir structurer différemment et justement structurer plus cet entraînement-là, surtout au niveau horaire, j'ai tendance à vouloir en faire trop. Cet hiver, j'ai fait beaucoup de ski de randonnée, donc beaucoup de volume. Et ça a été aussi, il a fallu se freiner, pas en faire trop, faire les séances qu'il fallait, tout jauger. Et là, sur le début de saison, au final, là, il y a 2 semaines, j'ai fait la 60 km à la Maxi Race. Je suis au niveau de forme où je veux être par rapport à la saison. L'UTMB, c'est fin août, on a encore le temps de se préparer. Mais ouais, au niveau de l'entraînement, j'ai toujours aimé m'entraîner tout seul. Ça m'apporte des clés. Ça me permet de découvrir plein de choses, se renseigner un peu à droite à gauche. C'est pas parce que je suis tout seul dans mon coin que je vais pas discuter avec des entraîneurs, prendre des points de vue un peu à droite à gauche. Et c'est ça qui me permet de me construire moi tout seul. Alors, je tiens quand même à préciser parce qu'on rigole un petit peu et voilà, mais chez toi, même si tu as une approche qui est super libre et intuitive, tu es quand même quelqu'un qui est extrêmement exigeant avec toi-même, qui sait bien se remettre en question. Donc, évidemment, on n'a pas les résultats que tu as. Il y avait vraiment beaucoup une dose d'humour, je tiens à le signaler. mais là, tu fais le choix de te lancer dans un ultra trail cette année, notamment sur ultra, ce qui est quand même très différent de ce que tu as pu faire dans tes jeunes années, que ce soit sur cross ou même sur trail plus court. Ça monte en altitude, il y a les dimensions nutrition, digestion, gestion de l'effort, dégradation musculaire. Tout ça, j'imagine que ça t'oblige aussi un petit peu à revoir ta méthode. Même là, tu t'es pas dit il faut que c'est trop l'inconnu, il faut que je sois entouré. Comment tu as fait justement pour que ça te fasse pas peur et que tu sois sûr d'aller dans la bonne direction ? Alors, je ne suis pas entouré directement, mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage avec qui en discuter, avec qui prendre des conseils, notamment des athlètes qui ont beaucoup plus d'expérience, avec qui je peux en discuter, qui m'aident et qui me donnent leur point de vue. Et il y a cette part d'inconnu qui me fait plaisir et qui me donne l'envie justement de tester. Donc il y a eu plein de fois où je suis allé droit dans le mur et des courses où ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai cette faculté de course un peu instinctive, comme tu dis, à l'envie. Donc souvent prendre des départs un peu au panache ou vouloir vraiment jouer la course. Quand je prends le départ d'une course, c'est pour jouer devant. Je m'en cache pas. Des fois, ça marche pas et j'explose. Mais bon, je vais jusqu'au bout. Sauf blessure, j'aime terminer les courses. Mais ouais, il y a ce côté un peu défi d'apprentissage qui, moi, me passionne. Et c'est pour ça, dans l'ultra, il y a beaucoup de paramètres qui sont difficiles à maîtriser et qui demandent de l'expérience, de l'apprentissage. J'ai commencé sur des formats plus courts et pour monter au fur et à mesure, là, cette année, premier 100 miles. L'année dernière, j'ai couru le format le plus long, c'était au 100 km Alsace UTMB, ça faisait 115 km. Donc format de course de 10 heures, même le 90 km du Mont Blanc l'année dernière, c'était 11 heures. Au final, sur un UTMB, ça va être plus du double en termes de temps. Donc il y a une vraie part d'inconnu, mais qui à la fois est excitante. Ouais, parce que c'est un peu pour faire une... Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent moins l'ultra, mais c'est un peu comme sur marathon. C'est-à-dire que sur marathon, c'est pas forcément les meilleurs sur 10 km qui vont être bons sur marathon. Je prends un exemple, mais tu prends un Nicolas Navarro, sur 10 km, il est très bon, mais son record, il est très très loin d'être impressionnant. Tu vois, il fait 29, mais c'est un niveau... Je le mets en France de 10 km, il est très tacticien, très machin, mais par rapport à ce qu'il fait sur marathon, c'est de la folie, quoi. Et donc forcément, évidemment, il faut de la vitesse sur marathon, il faut être très rapide, tout ça, c'est pas ce que je dis, c'est ça, mais les cartes sont rebasculées. Et sur ultra, c'est un peu la même chose. La transition sur ultra, même si tu es très bon sur des formats 50, voire même 100, on l'a vu aussi avec des coureurs Tom, ou tu vois, ça a été très dur. Sur ultra, c'est vraiment... toutes les cartes sont redistribuées. C'est pas forcément le meilleur sur format 50 ou 100 qui va être le meilleur sur format ultra, comme c'est pas le meilleur sur 10 qui va être le meilleur sur marathon. Ça, j'imagine que ça doit être aussi de l'inquiétude, quoi. Je te dis, là, il y a de l'humilité. Je repars un peu
je sais pas ce que ça va donner. Ouais, en prenant le départ d'une course comme ça, je le sais déjà d'avance qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité, surtout sur une course comme l'UTMB, qui est la course mythique dont on rêve tous de courir un jour. Être sur la ligne de départ de l'UTMB, ça va être impressionnant, ça va faire peur, je le sais d'avance. Mais ça permet de se conditionner aussi mentalement, et cette part d'inconnu, c'est ce qui fait que moi je serai sur le départ en tout cas. Maëlle, c'est quoi toi ton rapport à l'entraînement justement? Est-ce que tu es plutôt à contrario structurée, rigoureuse, voilà, ça, où tu mets, comment tu fais place à l'adaptation, à l'écoute, le ressenti, voilà, ta philosophie de l'entraînement, est-ce que tu peux nous la partager à moi et à mes auditeurs? Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, être organisé. J'aime bien savoir un peu en avance ce que je vais avoir à faire pour l'anticiper. Après, j'ai eu un peu des soucis au niveau de blessures, à vouloir trop contrôler, à justement avoir les émotions qui stressent du fait que je contrôlais trop de choses, etc. Donc aujourd'hui, de par ces blessures, de par cette expérience, j'arrive à adapter beaucoup plus facilement, et notamment adapter par rapport à mon corps, par rapport à la fatigue ou par rapport à des petites douleurs. Et je vais me dire plutôt de récupérer un jour plutôt que de me blesser un mois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans mon entraînement aujourd'hui. Et dans l'entraînement, en termes de... peut-être en termes d'heures d'entraînement, en termes de volume, en termes de spécifique, comment tu composes un peu tout ça? Tu imagines que tu es accompagné par un entraîneur. Est-ce que tu t'impliques aussi dans la prépa? Parce qu'il y a des athlètes, on leur dit tu fais ça, ils ne cherchent pas à comprendre, ils font. Voilà. Et il y a d'autres qui vont négocier, qui vont dire non, mais je veux savoir pourquoi ça spécifiquement. Toi, tu te positionnes comment dans cette échelle-là? Aujourd'hui, je me positionne sur plutôt une complémentarité entre mon coach et moi. Je propose aussi sur sa programmation, qui me donne une idée de base, et après on construit ensemble sur la planification. On voit d'abord ça sur des mois, et après on ajuste en fait chaque semaine. Et après, c'est un peu particulier avec mon double projet cette année, avec Trail et CO. Mais du coup, je garde encore une part de concentration chaque semaine. Et donc, j'ai à la fois des entraînements spécifiques à la concentration, mais aussi spécifiques au trail. Plus on se rapproche des courses. Comme là, auprès du marathon du Mont Blanc, j'ai commencé à faire des séances de descente. Oui, ça peut servir. Exactement. Et puis après, ça a quand même changé depuis que je vais plus sur des formats 42 km, où pour la petite histoire, l'année dernière, en octobre à Millau, je faisais mon premier 35 km en entraînement en stage New Balance. Et donc c'est vraiment quelque chose aussi que du coup j'ai vraiment besoin de construire avec mon coach, parce que sinon en fait lui peut pas savoir comment mon corps il va réagir à ces charges d'entraînement qui sont un peu plus élevées, notamment en termes de volume, où avant je faisais beaucoup plus des doubles séances par jour plutôt que de faire un gros bloc. Et donc du coup ça c'est aussi quelque chose qu'il faut appréhender, que je sais pas encore forcément comment ça va se passer, et notamment la nutrition, où là cette team New Balance m'apporte beaucoup, parce que en fait on n'a pas des efforts aussi longs en concentration, et on mange pas non plus énormément, et donc du coup là-dessus j'ai de gros progrès à faire, et c'est des courses de combien de kilomètres en orientation? Parce que alors j'ai pas ça forcément... va de 3 km à 16 km. Ouais, donc c'est quand même, il y a quand même de l'intensité. Ouais. En tout terrain, donc du coup ça chiffre plus. On voit là la diversité, les profils, les objectifs très différents. Jean-Mi, toi en tant que... Alors, le team manager, c'est pas le coach. On l'a vu tout à l'heure, tu nous as donné tes missions. Mais est-ce que tu échanges avec les coachs? Est-ce que des fois tu dis... Comment tu te positionnes, toi, justement, dans le staff d'un athlète? Est-ce que tu t'en mêles pas et tu veux vraiment rester au dehors de ça? Ou quand même, si tu as des fois des questions, tu veux comprendre, tu vas prendre le téléphone, et tu vas appeler les entraîneurs? Souvent, on appelle. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est de toute façon que l'athlète soit au mieux. Donc en fait, il faut que j'ai des alertes. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'entraînement, qui ne marche pas dans la charge d'entraînement, s'il y a un problème, donc ça, il faut que j'ai une remontée d'infos au plus vite pour moi pouvoir en parler avec l'athlète et partager avec l'athlète. Mais c'est hyper important. Et en fait, c'est cette remontée pour ne pas arriver à avoir une problématique, une fracture de fatigue, qui est l'angoisse ultime quand les stages s'enchaînent, que les courses s'enchaînent. Après, par rapport à ce qu'ils viennent de dire, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est ce côté... moi, je demande à Maëlle actuellement d'être peut-être plus insouciante. C'est compliqué. Elle est hyper structurée et tout.
Et je suis persuadé qu'elle aurait un peu plus d'insouciance à la Théo. Elle irait beaucoup plus vite encore et elle aurait un lâcher-prise qui serait meilleur. Mais ça va arriver. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va arriver parce qu'il faut la déstructurer un petit peu de sa Théo pour arriver à ça. Et sur Théo, il ne faut pas oublier que ce qu'il a fait avant, avec ses courses à panache, avec des galères au milieu qui sont assez magnifiques, va lui servir pour l'UTMB. L'année dernière, le 90 du Mont Blanc, il fait une surchauffe qui est assez grandiose, mais il revient. C'est-à-dire la surchauffe, quand il fait sa surchauffe à peu près au kilomètre 60, normalement, les coureurs bâchent. Là, on fait tout et tout pour refroidir, et il repart, il fait une super fin de course. Donc, il a appris ce jour-là à lisser son retour. Et on sait tous, tu prends sur un UTMB... tous les meilleurs mondiaux ont quand même un trou à un moment ou à un autre. Et les meilleurs mondiaux, ils sont les meilleurs mondiaux parce qu'ils reviennent. Ils lâchent pas. Ils disent leur retour et tout. Et ça, il l'a pas encore fait sur un UTMB, mais il l'a déjà fait. Il a déjà vécu ça. Il sait qu'il peut être au fond du trou, il peut être en surchauffe complet, mais avoir le temps de revenir. Et ça, c'est hyper primordial dans les années précédentes d'apprendre tout ça pour pouvoir le mettre en place naturellement, sans réfléchir à le mettre en place. Donc ça, il va le faire sans souci. Vos exemples justement de coureurs qui sont capables de... Voilà, même dans les moments difficiles de revenir, parce que c'est jamais perdu tant que tu as le dossard. Tu sais pas ce qui peut se passer devant. Enfin, moi, pour avoir assisté à plein de courses où des fois tu te dis, il y a tellement de composantes qui peuvent rentrer en compte. C'est ce qu'on apprend nous entre elles par rapport à un marathonien. Marathonien qui prend un mur. Merci. Merci, revoir le chrono. Je l'ai vécu aussi, ça repart pas après. Ça repart pas. Nous, l'avantage sur un UTMB ou à longue distance, il y a le temps de revenir. Bah oui, t'as 27 secondes de retard sur un 10 km. C'est cuit, quoi. Là, bon, cuit, quoi. 27 secondes. Même pas à 20 secondes. Retard, bon, tu rigoles beaucoup Ouais. sur un UTMB, mais voilà, et c'est important par rapport au marathon de comprendre ça entre elles, mais qu'il y a un apprentissage qui est primordial. Si tu sais pas faire ça, si tu sais pas te dire que ouais, là je suis pas bien, mais les autres aussi seront pas bien, ça marche pas. Tu deviens pas un champion. Franchement, c'est toute la beauté de ce sport. Moi qui le pratique pas, mais qui le regarde, mais c'est cette dimension d'imprévu, cette dimension que voilà, tant qu'il y a le dossard, tout est possible. Mais pas forcément sur la première place, mais même des remontadas, des deuxième, troisième, quatrième, voire même des cinquième places. Je repense à Mathieu Blanchard, je crois que c'était en 2024, je crois. La victoire de Ludo. Ouais, la victoire de Ludo, mais Mathieu qui revient, qui était machin, et puis qui finit quand même quatrième. Enfin, c'est génial, quoi. Si tu te dis, c'est quand même un sport magnifique. Alors, Théo, il y a une autre spécificité chez toi, c'est que tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux. Tu partages beaucoup de choses avec ta communauté. Tu as même lancé une série YouTube qui est réalisée par Enzo Besson, qui suit toute ta prépa pour l'UTMB. C'est bien réalisé, ça cartonne. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, justement, cette dimension un peu de créateur de contenu, plus que d'influenceur, ou parce que finalement, aujourd'hui, vous êtes vraiment devenus des créateurs de contenu, vous documentez. On parlait tout à l'heure de la western, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de coureurs aussi qui documentent l'hard rock sang aussi. On sait qu'il y a Germain Granger qui pareil documente aussi un petit peu dans un podcast confrère Course épique, pour pas le citer, aussi sa préparation. Cette dimension créateur de contenu, est-ce que c'est devenu pour toi quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce qu'il faut le faire? Est-ce que tu penses que c'est une partie maintenant intégrante du métier d'athlète? C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Moi, si je le fais, c'est parce que ça me plaît de le faire et que j'ai envie de transmettre mes valeurs du sport, ma vision des choses. Et tout simplement, un peu comment je vois le sport au niveau où moi j'en suis, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une scission, en fait, entre les coureurs élites, entre guillemets, et les coureurs du peloton, où en fait la plupart des gens du peloton pensent qu'il y a vraiment un univers qui nous sépare, en fait, alors qu'en vrai, on est simplement des coureurs comme eux, simplement on s'entraîne plus et on est plus performant, mais on est des gens comme tout le monde. Moi, ça me plaît de le faire, ça me plaît de partager beaucoup de choses. J'ai lancé la chaîne YouTube en début d'année, donc jusqu'au projet de l'UTMB, donc on va faire plusieurs épisodes avec Enzo. Il m'a déjà suivi en début d'année, on a fait un premier épisode introductif où on parle un peu de ma préparation hivernale, du ski, j'ai fait quelques crosses aussi où il m'a suivi. Ensuite, j'ai préparé le marathon de Londres, qui ne s'est pas passé comme je voulais en termes chronométriques. J'ai fait un bon premier semi, mais le deuxième a été un peu plus compliqué. Mais pareil, c'est de l'apprentissage et ça permet aussi de débloquer des paliers. C'était surtout de faire beaucoup de volume à plat qui servira pour cet été, même si on a tendance à dire que sur un format UTMB, on ne va pas vite, certes, mais il y a beaucoup d'endroits où il faut courir et il faut être capable d'aller vite sans se faire mal.
Et non, ouais, l'aspect réseaux sociaux, moi j'y suis très présent parce que ça me plaît de le faire. C'est assez naturel, je me force pas et en fait c'est ma personnalité comme je suis. J'aime le faire, ça plaît aux gens et j'aime bien avoir ces interactions-là. Et puis c'est important aussi parce que c'est vrai que c'est un peu comme que c'est vrai qu'en France, tu vois, par exemple, je prends un exemple, mais dans le monde de l'entrepreneuriat aux États-Unis, tu as plein de grands chefs d'entreprise, de créateurs de start-up qui vont faire des podcasts, qui vont faire des chaînes YouTube, qui vont discuter. Et du coup, c'est cool parce que tout le monde peut bénéficier. Cette transmission, elle est importante. Et c'est vrai qu'en France, tu verras jamais un Bernard Arnault ou je sais pas, tu vois, qui va se faire un podcast. C'est impossible, ça n'existe pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est des mecs qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais créé d'entreprise, parce que la nature a horreur du vide. Donc, comme il y a un besoin qui existe, qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui n'ont jamais créé finalement de choses qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une boîte, alors qu'eux-mêmes, leur business, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est lunaire. Et je pense que c'est aussi un risque dans le sport, parce qu'il y a une demande et que du coup, s'il n'y a pas des athlètes qui le font, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément la réalité des choses, la réalité du terrain, qui vont dire plein de bêtises qui va le faire. Alors évidemment, il faut être à l'aise, il faut aimer ça, mais c'est vraiment une bonne chose parce que du coup, ça évite que tu te retrouves avec des trucs un peu des fois un petit peu particuliers. Donc la nature a horreur du vide. De toute façon, c'est pour ça que des fois, on voit des choses et des fois, j'entends « Ouais, mais c'est pas normal, les influenceurs, ils gagnent plus d'argent. » Oui, mais si vous ne le faites pas, vu qu'il y a une demande de ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est indéniable. Le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de le faire. Alors, on parle beaucoup de vous, de vos parcours, de votre manière d'aborder le trail, mais ce projet, vous ne l'écrivez pas seul. Il y a derrière vous une équipe, une team, une marque, une vision. Jean-Mi, toi, ça fait, je crois, 2 ans maintenant que tu as rejoint New Balance, c'est ça à peu près ? Ouais, 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, ouais. Tu vas sur tes 2 ans. Ouais. Alors, New Balance, ce n'est pas forcément la marque intuitivement associée au trail. Mais pourtant elle a de véritables ambitions. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette marque, dans l'histoire de cette marque et dans le projet aussi pour les rejoindre ? Le humain, c'est hyper humain. Le projet est hyper humain. Dès le début, quand on a parlé avec, j'ai parlé avec les gens de New Balance à Amsterdam, l'humain est au centre. C'est-à-dire on va prendre notre temps de le faire et construire. Mais il y avait toujours un rapport très humain. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de data. On n'est pas dans la data du tout. On parle de personnes qui seront nos leaders, nos icônes de demain. Donc c'est hyper simple à bosser. Et c'est une très grosse boîte. C'est une très grosse boîte. Ils sont partenaires de Londres, ils sont partenaires du marathon de New York et tout, mais avec vraiment des valeurs humaines. Ici, dans 15 jours, on aura tous les responsables de New Balance, mais qui sont dans des chalets, qui vont partager avec les athlètes, qui vont croiser des athlètes, qui vont pas en faire des tonnes. C'est des mecs qui ont des titres de fou. Mais comment tu l'expliques ça ? Parce que entreprise familiale encore, qui n'est pas cotée en bourse. C'est exactement ça. C'est quand même incroyable. Il faut savoir que New Balance, c'est familial. Ça a été créé en 1906. C'est familial. C'est toujours détenu par la même famille. C'est pas en bourse. C'est dans leur code de pas être en bourse. C'est Boston, c'est américain, mais Boston, c'est la ville la plus européenne des États-Unis. Ils ont leur propre usine. Ils ont une logique comme moi j'aime bien, c'est-à-dire que c'est une grosse boîte, mais qui réfléchissent encore comme des artisans. Donc nous, quand on leur parle de sport, ils sont passionnés de sport. Quand on leur parle de trail, ils sont passionnés de trail. Là, cette année, il y a le marathon du Mont Blanc. On a la chance d'avoir vraiment les gens du board qui viennent parce qu'ils disent « Ouais, il se passe quelque chose, on veut comprendre nous aussi ». Ils se remettent en question en disant « Ouais, on veut comprendre ». Mais par contre, à l'inverse, il ne faut pas oublier que New Balance, ça fait très très longtemps qu'ils étaient dans le trail. Quand Anton courait il y a 15 ans, il était en New Balance. Avec toutes les photos où on le voit avec son t-shirt New Balance, il y a eu toujours du New Balance. Il y a eu une petite perte de vitesse ces dernières années au niveau du sport marketing. Il y avait des produits. Donc, comme toutes les marques américaines, voilà. c'est pas propre à New Balance, c'est pareil chez d'autres marques américaines qui ont un peu pris du retard sur le trail, qui n'ont pas tout de suite cerné, parce que c'était très européen aussi. C'était très européen, et là par contre nous, ce qui est hyper agréable avec eux, c'est quand nous on parle, on échange avec les Américains, on échange avec les gens de tous les pays, et ils écoutent. Ils nous font confiance, nous petits personnes de la montagne ici, ils nous écoutent, et ils nous écoutent sur les produits, ils écoutent énormément Théo, Maëlle aussi, elle travaille sur les chaussures carbone. Et c'est hyper intéressant d'avoir une grosse boîte, une énorme boîte qui nous écoute et qui nous font confiance. Justement, Théo, Maëlle, choisir un partenaire, enfin un équipementier, c'est quand même pas une décision à prendre à la légère, surtout en course à pied et encore plus à haut niveau. On sait que maintenant le matériel et les chaussures doivent être au top parce que sinon ça pardonne pas. Qu'est-ce qui vous a convaincu justement vous de rejoindre New Balance
Et surtout, j'imagine que vous avez essayé les chaussures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, peut-être Maëlle, si tu veux commencer. Oui, moi j'ai choisi de rejoindre New Balance parce que déjà sur route, je courais déjà avec des chaussures New Balance. Et ensuite, du coup, j'ai eu la possibilité, avant de rejoindre l'équipe, de tester les chaussures de trail. Et en fait, ça a été une super belle découverte. Notamment aujourd'hui, moi, je cours beaucoup avec les chaussures de trail carbone que j'aime beaucoup parce que j'ai une foulée assez aérienne. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir rejoindre une équipe où en fait c'est quelque chose qui est en construction aussi, qui est un projet sur plusieurs années et où on a accompagné, et, comme on l'a dit, comme une vraie famille. Et ça, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment intéressé de rejoindre ce projet où moi-même je suis en construction et où je vais pouvoir être accompagnée de la meilleure des manières et aussi avec les produits, puisqu'on co-construit avec les techniciens qui viennent sur les stages parler avec nous, quoi. Et toi, Théo, j'imagine, c'est pas une décision à prendre à la légère. Ça pardonne pas. On connaît pas forcément l'avancée des produits, des chaussures New Balance sur le trail. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Est-ce que tu as peut-être avec quoi tu cours? Qu'est-ce que tu peux nous dire, de manière très honnête, parce que j'imagine qu'on peut pas se louper sur ça. Moi, j'avais déjà couru, alors avant de rentrer, avec quelques paires de route notamment, parce qu'ils sont déjà très en place sur la partie route et athlétisme. Quand Jean-Mi m'avait parlé du projet, donc j'ai pu tester les premières paires de chaussures et ça a été très vite après sur des prototypes. Parce que comme il disait, il y a eu un petit trou d'air dans le sens où sur la partie vraiment purement trail running et chaussures notamment, qui est la plus importante, ils avaient moins évolué sur les dernières années. Et le gros point positif qu'il y a avec la marque, c'est qu'ils vont très vite sur le développement produit. Sur tous les stages qu'on fait, là notamment sur le dernier qu'on a fait en mai, il y a les équipes de Boston qui viennent ici, qui nous amènent tous les produits sur lesquels ils travaillent, sur les nouveaux modèles. Ils nous demandent nos avis, on fait des retours, on teste les prototypes, ils nous les envoient en amont. Et ça permet en fait vraiment d'aller très très vite. Et ça, c'est un gros plus. L'année dernière, donc les chaussures qui sont sorties cette année, les Hero V9, nous on les testait déjà depuis le début de l'année dernière. Ils étaient venus sur quelques stages, on avait fait des retours pour faire des évolutions sur le produit. La chaussure qui a le plus évolué, c'est vraiment la chaussure carbone, où il y a eu un gros gap. Le modèle, c'est la Super Comp Trail. Où en fait, il y avait tu sens vraiment une différence, c'est pour toi le carbone, parce qu'il y a toujours ce débat, est-ce que vraiment ça fait la diff pour des courses plus nerveuses, ça fait la diff. Moi, par exemple, la course du 60 km de la Maxi Race, je l'ai couru avec une paire de chaussures carbone. Parce que en fait, c'est une course où le terrain est peu technique, où il y a besoin de réactivité, il y a besoin que ce soit précis. Sur la Hero V9, c'est une chaussure qui est un peu moins précise, mais qui a beaucoup plus d'amorti, un filtre terrain où en fait, c'est qui permet de ne pas sentir les cailloux, pas sentir les racines. Et moi, c'est la chaussure que j'ai couru tous mes ultras l'année dernière avec. Enfin, 90 km du Mont Blanc, les Templiers, la Saint-Élion. Et ça permet d'apporter un confort. Moi, en tout cas, c'est le produit, enfin, c'est la chaussure que j'adore le plus. Et puis après, sur la partie route, ils étaient déjà bien en place. Là, j'ai couru le marathon de Londres. Les chaussures, les yeux fermés, ça court tout seul presque. Ils disent pas tout quand même, hein. Il y a un truc que vous oubliez. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est que c'est quand même très beau. C'est des beaux brevets. Ah bah oui, mais c'est important. Après, c'est sublimé par les athlètes qui le portent aussi. Voilà, faut le dire. Non, mais bon, voilà, tu as vu le casting d'athlètes. Je vais pas. Je dois rester objectif, je dois rester neutre. Bon, normalement, je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même au niveau design, au niveau couleur, au niveau dessin. C'est quand même pas les vêtements et les chaussures les plus moches. Voilà, on va dire. C'est quand même important, quoi. Pas se mentir. Il faut quand même. On peut courir avec style. C'est propre et ça apporte du style. Et puis même sur la partie lifestyle, ils sont très avancés. On voit, moi, quand je suis allé à Londres pour le marathon, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde dans les pays anglo-saxons, ça s'habille en New Balance. Sur les produits de mode, ils sont vraiment à la pointe. Et sur la partie course à pied aussi, ça permet d'être propre sur soi. Alors, dans cette stratégie d'avoir une vision forte, puissante et long-termiste sur le trail, avec New Balance, il y a aussi le marathon du Mont Blanc, puisque New Balance devient le partenaire principal du marathon du Mont Blanc, course mythique. Justement, j'imagine aussi un petit peu plus de pression, parce que vous allez avoir tous les Américains, tout le monde, tout ça. Comment justement on aborde une compétition quand il y a tout ça? Vous, est-ce que vous sentez un petit peu de la pression? Alors, il n'a pas le droit de parler, hein, vous dites vraiment la vérité. Comment est-ce que vous abordez cette échéance? Est-ce que il faut être là parce que c'est la course, ou il y a quand même, ou toi tu vois par exemple si tu vas faire le 90,
et on sait que tu parles l'UTMB. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression? Et est-ce qu'il y a vraiment des objectifs d'être performants là, dans 15 jours? Alors, quand ils nous ont annoncé le partenariat, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'il fallait absolument gagner toutes les courses parce que sinon on était virés. Donc ça, c'était un peu l'obligation, mais c'est Il y a du monde quand même. Hein. C'est pas la course. Je le dis parce qu'ils peuvent pas répondre, mais non. Non, ouais, c'est une course mythique, Marathon du Mont Blanc, 90 du Mont Blanc. Les courses dans la vallée de Chamonix en général sont mythiques, mais en particulier le Marathon du Mont Blanc, qui est une course historique. Et moi, dans mon cas, je courais le 90 km et à mes yeux, c'est la course la plus montagne et la plus représentative. Enfin, en termes de parcours, le parcours est juste magnifique. On monte au Brévent. L'année dernière, je me souviens, on avait eu un lever de soleil vu sur le Mont Blanc. C'est juste incroyable et ça, on le retrouve nulle part ailleurs. Donc ouais, le côté historique et le côté montagne, moi, c'est ce qui m'attire. Ouais, c'est un peu le Sierzinal français, comme on dit. En mieux. Et toi, Maël, comment toi qui quelqu'un de très machin, tu te mets peut-être beaucoup la pression. Est-ce que c'est quand même de courir dans la marque de son partenaire? Est-ce que c'est une petite pression en plus aussi? C'est forcément une petite pression en plus, mais après, comme c'est pas la première course de l'année aussi de mon côté, ça enlève déjà un peu de pression et puis on est bien accompagné là-dessus. Et je pense que pour moi, ce qui m'attire sur cette course, c'est le fait que ce soit vraiment complet. Il faut être à la fois bon sur le début de course, ça va être super rapide. Après, ça monte direct, les descentes, il faut pas lâcher. Puis il y a une vraie gestion de course. Et en fait, quand je me focus sur le parcours et les actions que j'ai à faire directement, j'arrive à un peu lâcher de la pression et puis lâcher prise, comme dirait Jean-Mi. Donc c'est sympa. Après, ce côté pression, chacun la gère à sa propre manière. C'est un plus dans le sens où on est chacun acteur de notre projet. On veut tous réussir, même sans le côté c'est la course du partenaire. C'est un plus parce que forcément, le partenaire est présent. Il y aura du monde qui sera là, notamment du côté de New Balance. On a envie de faire les choses bien. On a envie de montrer qu'au final, ils nous mettent des choses à disposition, notamment le chalet pour pouvoir s'entraîner. De notre côté, on fait en sorte que ça fonctionne aussi. Ouais, de toute façon, la pression, c'est une composante indispensable dans le sport de haut niveau parce que sinon tu cours dans ta chambre. Ouais. Quoi. Voilà, il faut ça. Voilà. Après, j'ai aucun doute que Jean-Mi sache canaliser les ardeurs et sache justement faire en sorte que la pression soit positive et qu'elle ne déborde pas trop. Parce qu'on l'avait vu aussi chez d'autres marques où la pression, des fois, est trop importante. Parce que la pression, toujours pareil, c'est qu'elle est bonne jusqu'à un certain niveau et après, elle devient délétère sur la performance. Donc voilà, ça, j'ai pas de doute. Jean-Mi, justement, avant de se quitter, là, on a le Marathon du Mont Blanc. Est-ce qu'il y a peut-être, alors je sais pas si c'est dans le secret des dieux, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on va voir New Balance sur d'autres compétitions? Est-ce qu'il y aura d'autres recrutements? Est-ce qu'au contraire, vous voulez se dire plutôt on va être sur peu de courses, mais être bien? Qu'est-ce que tu nous en dire un petit peu plus si tu as des petites infos croustillantes pour nos auditeurs? Non, ça va être hyper clair. On veut que le Marathon du Mont Blanc soit notre joyau numéro 1 en Europe. Et on va tout faire pour grandir, nous aussi, avec le Marathon du Mont Blanc. Donc, on se concentre sur le Marathon du Mont Blanc pour les 2-3 prochaines années, ça c'est sûr. Et en faisant au mieux. Et on le voit bien, par exemple, cette année où on avait une crène sur les plateaux, les athlètes et tout. Maintenant, les athlètes, on voit sur le 42, sur le marathon, sur le 90 et tout. Il y a vraiment un gros plateau. On a une télévision là, qui vient de signer en direct. L'équipe. L'équipe, on a le droit de le dire. Ouais, j'ai l'info. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis. On a l'équipe 21 qui va venir faire 2 heures en direct et c'est quand même pas mal de mettre du marathon trail un dimanche matin aussi. Donc c'est génial. Nous, on va vraiment pousser là-dessus. Parce qu'on veut grandir, c'est vraiment des amis en plus, des Fred Comte, des Magali, des gens qui travaillent, des organisateurs. Ouais, super équipe, que j'ai eu l'occasion de parler. Grosse équipe avec vraiment des belles valeurs parce qu'ils veulent mettre en avant leur vallée. Et moi, j'ai la chance de travailler avec eux depuis presque une vingtaine d'années. Et on sait qu'on va grandir. Par exemple, cette année, ça a été les premiers à nous répondre positivement aux courses jeunes. Parce que je pense que c'est l'élément qui nous manquait dans la programmation. Donc on va faire des courses spécifiques jeunes le samedi après-midi pour des U18 et U20, où les meilleurs U20 gagneront des contrats New Balance pour être avec nous. Mais c'est aussi des courses qu'on fait vraiment des vraies courses pour ces jeunes, avec un départ une arrivée centre-ville, avec un moment pour eux. Il n'y aura pas d'autres courses en même temps, ça sera pour eux et il y aura une véritable mise en valeur parce que le sport doit grandir aussi par les U18 et par les U20. Ouais, c'est vraiment une belle course, un beau projet, une belle équipe. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec eux là pendant plus de 2 heures et
Et voilà, vraiment, c'est pas étonnant si cette course elle a aussi bien évolué et très attachée aussi à faire grandir la course, à l'inscrire dans la modernité du trail, mais en gardant l'ADN et le respect aussi des pionniers, de ceux qui l'ont construit pour conserver cette vision-là. Et c'est vraiment, voilà, ça se ressent et c'est vraiment une très très belle course qui fait rêver beaucoup de gens parce qu'ils ont beaucoup de demandes d'inscription, malheureusement. Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Merci à vous trois, Maël, Théo, Jean-Mi, pour cet échange. Moi, ce que je retiens de notre conversation, voilà, c'est vraiment vous avez vraiment une belle énergie, une envie de bien faire, une belle humilité aussi derrière ce projet, et puis humilité et ambition, parce que c'est des mots qui sont très complémentaires, faut pas croire. Merci beaucoup aussi à New Balance de nous avoir permis de vivre ce moment ici à Chamonix en immersion au sein de leur team Trail Elite. Et évidemment, merci aux équipes de production, Enzo derrière la caméra, Clem aux lumières, et puis aux équipes à Paris de Sunday Night Production. Bonne course à toutes celles et ceux qui vont participer justement au marathon du Mont Blanc, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.